Pido un gran aplauso para bienvenir a Catherine Millet. Buenas noches y muchas gracias por su paciencia. Alors, je vais dire quelques mots en français, très simple, donc je pense que tout le monde comprendra. Je veux juste, avant de donner cette conférence, dire à quel point je suis honorée d'ouvrir ce festival, le festival d'un pays qui a une si prestigieuse tradition littéraire, et tellement honorée d'être là pour son 10e anniversaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, mon titre en français, c'est « La femme existe-t-elle » Alors, un grand L, un grand M. Tous ceux qui ont quelques connaissances... Est-ce que c'est bon, là? Oui. Tous ceux qui ont quelques connaissances en psychanalyse, qui ont lu le docteur Freud et surtout le docteur Lacan, et je crois savoir qu'en Argentine, ils sont assez nombreux, ou ceux qui seulement en ont entendu parler, auront compris l'allusion de mon titre. La fameuse assertion de Jacques Lacan, « la femme n'existe pas », signifie bien sûr qu'il s'opposait à l'idée d'une essence de la féminité. Les femmes existent chacune dans sa singularité et elles sont irréductibles les unes aux autres. L'idée s'oppose à celle de l'éternel féminin entretenu par le romantisme notamment, ainsi qu'à la quête de la femme idéale à laquelle se livraient encore quelques-uns des contemporains de Jacques Lacan, c'est-à-dire les écrivains surréalistes. On pense notamment au mythe de la muse entretenu par André Breton. Et je souligne que Jacques Lacan avança cette idée au début des années 1970, en pleine période de l'effervescence du mouvement féministe. Et récemment, nous avons vu surgir un nouveau féminisme, mais ce néo-féminisme fait paradoxalement ressurgir un vieux vocabulaire. Il y est par exemple beaucoup question de sororité. La sororité signifie la nécessaire union des femmes entre elles, une solidarité qui s'appuierait sur le rapport de similitude qu'il y aurait entre toutes les femmes, confondues dans une même condition. Au mois de janvier dernier, quelques amis et moi avons rédigé une tribune intitulée « Des femmes libèrent une autre parole » pour critiquer les dérives du mouvement MeToo. Lorsque cette tribune fut publiée dans le quotidien Le Monde, accompagnée d'une centaine de signatures, dont celle de l'actrice Catherine Deneuve, qui nous a permis beaucoup de publicité, nous nous sommes vus reprocher de trahir cette sororité. J'ai d'ailleurs appris plus tard que notre texte avait suscité de très vifs débats au sein de la rédaction du journal et que certaines, surtout jeunes journalistes en particulier, s'étaient opposées à la publication, alors que le mouvement MeToo avait pour slogan « La parole des femmes enfin libérée », certaines voulaient paradoxalement nous interdire à nous cette parole, c'est-à-dire finalement nous censurer. La notion de sororité est à mes yeux très problématique. Outre que je peux ressentir autant de solidarité et de compassion à l'égard d'un homme qui souffre qu'à l'égard d'une femme, ce mot appartient trop au vocabulaire religieux pour que je le fasse mien. Au Moyen Âge, le mot était utilisé en rapport avec les communautés religieuses féminines. Et d'ailleurs, nous disons toujours, en français et j'imagine en espagnol, lorsque nous nous adressons à une nonne, nous lui disons « ma sœur ». Et en français, nous avons même l'expression « bonne sœur ».
et je ne suis pas sûre que toutes les sœurs du néo-féminisme soient aussi bonnes que ça. Surtout aujourd'hui en Europe, ce sont des musulmans pratiquants qui s'adressent les uns aux autres en utilisant les mots de frères, de sœurs, afin de marquer leur appartenance à une même religion. De mon point de vue, il s'agit malheureusement de l'expression très souvent d'un communautarisme. Enfin, ma réserve tient également au fait qu'une grande part de ce que les femmes ont acquis dans nos sociétés, depuis les mouvements féministes pionniers à la fin du XIXe siècle, tient au fait que certaines se sont exprimées de façon absolument personnelle, absolument singulière. Peut-être c'est une petite fille qui s'exprime là en ce moment. Elles se sont exprimées de façon singulière sans se soucier de savoir si elles reflétaient une image de la femme qui représenterait toutes les femmes. Il va de soi, évidemment, que le droit de vote a été acquis grâce au militantisme de celles qu'on a appelées les suffragettes et que celles-ci défilaient en nombre dans les rues. Mais d'autres libertés qui appartiennent à la sphère de l'intime, telles que la liberté sexuelle et la liberté d'enfanter ou non, ont été revendiquées par des femmes qui s'exprimaient ou agissaient en leur nom propre. Par exemple, en 1971, en France, 343 femmes, certaines célèbres, et parmi elles, il y avait déjà Catherine Deneuve, et d'autres moins célèbres, avaient eu le courage de déclarer publiquement qu'elles avaient eu recours clandestinement à l'avortement. L'avortement était encore interdit, évidemment, par la loi, donc elles s'exposaient à des poursuites pénales. Elles avaient posé leur signature au bas d'un manifeste, qui est aujourd'hui d'ailleurs connu sous le nom du manifeste des 343 salopes. Et la loi sur la dépénalisation de l'avortement fut finalement adoptée 4 ans plus tard. Cette loi doit beaucoup au combat d'une femme, qui était alors ministre de la Santé, Simone Veil, qui essuya à cette occasion d'ailleurs les pires attaques et les pires insultes, y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale elle-même. Je veux aller plus loin. Une part très importante de la production des femmes dans le domaine de l'art et de la littérature révèle, expose, décrit des expériences absolument singulières, leur propre vie, leur intimité, et ceci de façon directe, frontale. Et tant pis si je me mets là en contradiction avec moi-même et fais concession à une sorte de spécificité féminine qui exige peut-être le moment de notre histoire. Il se trouve que depuis plus d'un siècle maintenant, des femmes s'emploient à faire surgir la partie occulte de cette histoire. La culture, majoritairement, mais pas exclusivement non plus, façonnée par des œuvres dues à des hommes, ne représentait guère des femmes qu'au travers des yeux des hommes. Il faut ici quand même donc citer quelques exceptions, et parmi des auteurs modernes, bien sûr, j'ai pensé tout de suite à James Joyce, le fameux monologue de Molly Bloom, à D.H. Lawrence, l'auteur de Lady Chatterley, sur qui j'ai travaillé récemment, qui, avec l'un comme l'autre, une très grande acuité, ont su transcrire les désirs et une sensibilité de femme. Mais ce sont quand même principalement les femmes, bien sûr, qui ont entrepris de dire et de montrer ce qu'il en était vraiment de leur point de vue à elles. La tâche est immense. Elles n'en ont pas fini de mettre au jour cette part enfouie de l'expérience et de la mémoire de l'humanité, et elles n'en ont pas fini de mettre à jour l'art et la littérature. En 1966, au cours d'une conférence qu'elle donnait, je crois, à Tokyo, au Japon, Simone de Beauvoir remarquait que la plus grande partie des manuscrits qu'on lui adressait pour lui demander son avis ou son aide étaient des autobiographies. Elle précisait, je cite, « Des femmes, surtout, racontent leur vie ». Le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas été démentie.
en effet, des femmes surtout racontent leur vie. En France en particulier, où ce qu'on a appelé l'autofiction a connu un développement important, et il faut le reconnaître, à l'encontre du lieu commun qui voudrait que les femmes aient plus de pudeur que les hommes, celles-là livrent des éléments extrêmement intimes de leur vie dans des livres, des films, des photos, des peintures. Et tant qu'à faire d'être dans les généralités, décidément encore, elles le font très souvent avec un grand souci du détail, un réalisme qui peut être très radical. C'est une femme, par exemple, Marguerite Duras, qui a écrit un livre intitulé tout simplement « La vie matérielle ». Et dans ce livre, elle parle avec beaucoup de franchise de son propre problème qui était l'alcoolisme. Ce souci du réel, de la vérité crue, s'explique peut-être par l'ampleur de la tâche qui incombe donc aux femmes aujourd'hui. Il n'y a pas le temps d'en passer par les symboles et les métaphores. Et Simone de Beauvoir elle-même a produit une œuvre autobiographique immense, à commencer par ses mémoires, mais pas seulement d'ailleurs, dont le premier tome parut en 1958. Ces mémoires sont rédigées d'une manière extrêmement scrupuleuse, sans souci d'idéalisation, l'auteur n'épargnant ni son entourage ni elle-même. Simultanément au mouvement féministe, la littérature féminine a connu l'essor que l'on sait à partir du tournant du XIXe au XXe siècle. Des poétesses, des romancières se sont inscrites dans l'histoire littéraire, notamment, et outre Simone de Beauvoir, beaucoup de femmes ont choisi les genres littéraires des mémoires, du journal intime, de l'autobiographie, ou encore, comme je l'ai signalé, de l'autofiction, pour confronter les lecteurs à une réalité dont on les avait jusqu'alors peu entretenus. Il a quelquefois été remarqué, quelquefois et toutefois, que les amours saphiques ont d'abord été plus discrètement évoqués que l'homosexualité masculine, sauf peut-être par Colette, et il se trouve que Colette en a fait un tableau très très sévère dans un très joli petit livre qui s'intitule « Le pur et l'impur ». Néanmoins, Violette Leduc, qui fut beaucoup soutenue par Simone de Beauvoir, a laissé de grands livres sur l'amour lesbien, et dans un genre littéraire plus expérimental, il faut aussi citer Monique Wittig. D'autres expériences qui étaient propres aux femmes, plus taboues encore, quelquefois plus douloureuses, voire dramatiques, ont été abordées, ont surgi dans la littérature. Celle de l'inceste, je pense à Anaïs Nin et à Christine Angot. Celle de l'avortement, Anaïs Nin encore. Celle de la prostitution, racontée enfin par celles qui l'ont connue, pratiquée, Albertine Sarrazin, Griselidis Réal, Nelly Arcan, Virginie Despentes, ou encore La perte d'un enfant, Camille Laurence, Laura Adler. Et je pensais en venant ici, parce qu'on est passé, je crois, devant sa maison, que Victoria Ocampo a écrit aussi des livres avec un contenu très, très autobiographique. Et je ne limiterai pas mes exemples au domaine littéraire. Qui avait osé peindre une fausse couche, ce qu'on appelle une fausse couche, un avortement spontané avant Frida Kahlo? Quant à Marlène Dumas, elle a représenté des femmes en train de se masturber, des femmes nues, enceintes, etc. Enfin, n'y avait-il pas un sujet encore plus refoulé que tout cela, celui de l'insatisfaction sexuelle des femmes? Lisez des écrits érotiques, la plupart dus à des hommes. Le héros a toujours le pouvoir d'envoyer sa partenaire au 7e ciel. Ou alors, c'est qu'il a affaire à une femme frigide, évidemment. Dans L'ingénue libertine, un vieux livre déjà, Colette a apporté un autre témoignage, celui qu'il est parfois long et difficile pour une femme de parvenir au plaisir, de rencontrer l'homme ou les hommes qui sachent y faire. Maintenant, je voudrais vous montrer une image. Il s'agit d'un tableau de Paula Rego, en fait un triptyque intitulé « Abortion ». Il appartient à une série réalisée par l'artiste en 1998. Paula Rego est portugaise et elle vit à Londres. Alors, ce n'est pas tout à fait cette image-là qui était prévue, mais ça ne fait rien, elle va... Voilà, c'est celle-ci. C'est un triptyque, donc.
Cette année-là, un référendum fut organisé, donc on est en 98, cette année-là, un référendum fut organisé au Portugal pour savoir si l'interruption volontaire de grossesse devait être ou non autorisée. Une très courte majorité vota contre l'autorisation. Je n'ai pas évidemment à vous décrire l'immense déception que suscita cette occasion manquée. Je précise toutefois que la loi fut adoptée un certain nombre d'années plus tard, en 2007. L'œuvre de Paula Rego nous fait comprendre toute la solitude de la femme contrainte d'avorter clandestinement. Mais je voudrais surtout attirer votre attention sur le regard de celle ici représentée, et peut-être ça serait bien, voilà, c'est un des panneaux du triptyque. Regardez bien les yeux de cette femme. En dépit de la douleur lisible dans les traits du visage, de la position humiliante dans laquelle elle se trouve, elle nous regarde droit dans les yeux, presque avec provocation, défiant ceux qui ont voulu lui interdire ce qu'elle est en train de faire. Elle est victime de la loi qui lui a interdit l'avortement dans des conditions sanitaires et morales correctes. Elle montre comment elle reprend la maîtrise de son destin. Paula Rego a réalisé de très nombreuses œuvres, peintures, dessins sur ce thème. Toutes les femmes représentées sont différentes, très individualisées, montrées dans des positions plus ou moins douloureuses, mais quand on voit leurs yeux, si l'expression varie quelque peu, elles ont toutes ce regard direct. L'artiste a dit s'être inspirée de sa propre expérience, comme de celle de femmes qu'elle a connues, et elle a déclaré assumer pleinement le naturalisme de ses œuvres. La lutte pour le droit à l'avortement est une lutte collective, mais le choix d'avorter est vécu par chacune, et je dirais même par chacun, parce qu'après tout, il y a des hommes qui soutiennent la femme dans cette épreuve, de façon absolument singulière. Et c'est un homme, le grand historien Robert Hughes, qui a souligné que Paula Rego avait été finalement la première peintre de l'histoire à traiter le sujet. Jamais on n'avait représenté un avortement en peinture de toute l'histoire de la peinture. Il ajoutait qu'elle n'avait aucune intention de montrer les femmes contraintes à l'avortement clandestin, je cite, comme des créatures pathétiques ou des victimes. Elles ont eu à faire un choix abominablement dur, écrit-il, mais libre d'un point de vue existentiel. Aucun prêtre ni aucun politicien ne leur a imposé ce que eux voulaient. Et l'historien précisait encore, il n'y a aucune aigreur, pas plus que d'accusation ou de pardon dans la façon dont elles nous regardent, mais plutôt du triomphe. Hughes concluait que ces œuvres étaient les œuvres politiques les plus réussies de ces dernières décades, parce que, je le cite encore, refusant la théorie, elles insistaient sur le fait que dans toute argumentation morale, l'expérience doit toujours s'imposer en premier, et ce qu'on appelle l'expérience est propre à chaque individu. J'en reviens maintenant à Simone de Beauvoir, autre figure exemplaire de femme libre. Qu'on me pardonne de m'exprimer ainsi, j'ai beaucoup de sympathie pour Simone de Beauvoir, un peu moins pour la militante à la figure austère et aux déclarations souvent catégoriques qu'elle a pu faire. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour la femme et pour les écrits qui la reflètent, pour ces écrits qui la reflètent. Beauvoir est infiniment plus complexe que la figure à laquelle les mouvements féministes l'ont parfois réduite. Ainsi, la publication de sa correspondance avec son amant Nelson Algren a révélé l'amoureuse soumise aux aléas des sentiments. Et cette correspondance nous apprend qu'elle était, c'est inattendu, une lectrice du plus fieffé séducteur de toute l'histoire, à savoir Giacomo Casanova. Et elle en recommandait même la lecture. Elle écrivait à Algren « Connaissez-vous Casanova ? Un type qui savait baiser. Du moins l'affirmait-il, mais il ne méprisait pas les femmes pour cela. » Or, il faut savoir, il faut avoir en tête, il faut savoir que, et cela me semble important, c'est que les débuts
de l'aventure amoureuse avec Nelson Algren sont exactement contemporains de la conception du deuxième sexe, pardon, mais le siècle nous appartient, publié en 1949. Autrement dit, celle qui militait pour faire reconnaître l'égalité des hommes et des femmes, qui refusait la dépendance légale, économique, que la société imposait aux femmes, acceptait simultanément de se soumettre à son désir pour un homme. Telle était sa liberté de femme par rapport à la militante. Et libre, elle le fut d'ailleurs aussi à la fin de leur liaison, lorsque Algren la somma de choisir entre Jean-Paul Sartre et lui, quoi qu'il lui en coûtât, elle fit prévaloir son lien avec Sartre. Je pourrais donner d'autres exemples de la façon sans complexe dont Simone de Beauvoir envisageait la sexualité. Par exemple, l'essai qu'elle consacra en 1959 au sexe symbole par excellence, qui était alors Brigitte Bardot, l'actrice Brigitte Bardot. Et que loue-t-elle chez Bardot? Précisément sa liberté, son mépris des conventions, le fait de réussir à être elle-même, au sein de l'art suprême du simulacre, qui est justement le cinéma, et au cœur du milieu le plus frelaté, celui de la presse à scandale. Je souligne d'ailleurs au passage que l'un des plus beaux films de Brigitte Bardot a été réalisé par le cinéaste Louis Malle, ça s'intitule « Vie privée », et c'était très directement calqué sur la vie de la star, dont on peut dire qu'elle y interprète un rôle autobiographique, justement. Beauvoir ne s'embarrasse pas des préjugés féministes selon lesquels Bardot réunirait dans son image tous les poncifs que les hommes attendraient des femmes. Elle montre au contraire comment elle se les approprie et les retourne à son avantage. Bardot, pour moi c'est important, Bardot incarne deux mythes pourtant contradictoires, inventés par des hommes et qui avaient été beaucoup exploités dans toute la littérature du début du XXe siècle. La femme fatale et la femme enfant. Bardot les fait siens, ces mythes, pour en jouer avec les hommes, et sous les apparences de la proie, elle est la prédatrice. Il suffit d'ailleurs d'essayer de dénombrer tous les maris et les amants qu'elle a eus ou qu'on lui prête. Pour éviter de dire d'autres, d'avoir la langue qui fourche, comme on dit en français, je vous demande quelques secondes. On ne naît pas femme, on le devient. Après m'être appuyé sur la pensée de Simone de Beauvoir, je vais maintenant m'en écarter, ou peut-être m'écarter de l'interprétation qui en a été faite. Certes, on comprend que la puissance de l'ostracisme social auquel se heurtaient les femmes en Europe dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale ait nécessité de la part de l'écrivain cette formule provocatrice. Cependant, je ne suis pas sûre qu'elle aurait suivi complètement ceux et celles qui, aujourd'hui, appliquant la théorie du genre jusqu'à son point le plus extrême, en arrivent à nier les différences biologiques. Mais je voudrais surtout commenter le « on le devient ». Certes, l'éducation, l'organisation de la société, les traditions, les atavismes qui y perdurent, les lieux communs véhiculés par les médias, l'habitus, entre pour une très grande part dans notre formation, et notamment dans la façon dont chacun d'entre nous élabore sa féminité ou sa masculinité ou une identité située sur une échelle entre ces deux pôles. Mais précisément, il s'agit d'une élaboration, d'une construction de la personnalité. Si les organes sexuels sont une donnée de la nature sur laquelle nous ne pouvons pas beaucoup intervenir, et jusqu'à présent, la science n'a pas encore trouvé la possibilité de permettre, par exemple, à un mâle transsexuel de pouvoir enfanter, nous disposons d'un libre arbitre dans la manière dont nous nous affirmons en tant que femmes, en tant qu'hommes, hétérosexuels, homosexuels, bisexuels, transgenres, etc. Si le sexe qui nous est donné à la naissance est une fatalité, ce qu'il devient ensuite, ce que nous en faisons dans une négociation, si je puis dire, avec les déterminismes sociaux et éducatifs, parfois dans une lutte contre ces déterminismes,
relève de notre responsabilité. Le « on le devient » n'implique pas une fatalité, mais une responsabilité. Il n'y a donc pas de sororité qui vaille. Toutes les femmes du monde occidental ne partagent pas les mêmes désirs ni les mêmes conditions, y compris à l'intérieur d'un même pays. J'affirme par exemple qu'il n'est pas exact de prétendre que la France, pour parler du pays évidemment que je connais le mieux, serait dans son ensemble une société patriarcale. La situation des femmes y est très différente selon les milieux auxquels elles appartiennent, urbains ou rural, laïques ou religieux, notamment musulmans d'ailleurs, etc. Mais tant que sa condition a été choisie par une femme aussi librement qu'il est possible, elle doit être respectée, que ce soit la condition de celle qui trouve son équilibre dans le rôle d'épouse et de mère traditionnel, de celle qui, au contraire, le trouve dans ce qu'on appelle le nomadisme sexuel et le plaisir de la séduction, de celle qu'il trouve dans le militantisme politique ou féministe, etc. Aussi, n'ai-je aucune raison de me sentir la sœur d'une actrice de cinéma qui, à l'instar, par exemple, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, d'Asia Argento, prend conscience, alors qu'elle l'a fréquenté pendant des années, qu'elle a été victime d'abus sexuels de la part du producteur de cinéma Harvey Weinstein, et je ne suis pas plus solidaire et je ne me sens pas plus la sœur d'une journaliste qui accuse publiquement un collègue de lui avoir pincé la fesse dans un couloir. Moi aussi, au cours de ma carrière, je me suis trouvée face à des hommes de pouvoir, face à des malotrus. Ma réaction n'a pas été la même que la leur. J'ai le droit de le dire. Je reproche d'ailleurs aux imprudentes qui ont suivi le producteur de cinéma dans sa chambre d'hôtel et à l'effarouché qui s'est fait pincer la fesse, de ne pas mesurer, je leur reproche de ne pas mesurer leur bonheur de vivre dans des pays où bien d'autres libertés fondamentales leur sont acquises et dont sont privées, il faut dire quand même, la majeure partie du reste de l'humanité. Beauvoir encore. L'auteur de ce qu'il est convenu d'appeler un livre culte du féminisme ne lisait pas seulement Casanova. Elle ne s'intéressait pas seulement à Brigitte Bardot, elle a écrit aussi une des études vraiment les plus subtiles sur le marquis de Sade. L'œuvre et la vie du marquis lui donnent l'opportunité de réfléchir sur l'impossibilité, je cite, de concilier les individus au sein de ce qu'elle nomme leur immanence. La Révolution française en a rêvé. Tous les hommes, toutes les femmes, devaient être égaux au sein de la nation, tous confondus dans le même état d'hommes citoyens, ou de femmes et d'hommes citoyens, disposant des mêmes droits. Le projet a momentanément échoué dans une des entreprises les plus meurtrières de l'histoire de France, c'est-à-dire la période, ce qu'on a appelé la Terreur. Tout aristocrate qu'il fût, Sade eut de la sympathie pour certains idéaux de la Révolution. Il tenta de la rejoindre, mais ça c'est amusant, il en fut exclu car on lui reprocha sa modération. Sade, en effet, condamna la peine de mort, il condamna la guillotine, que faisaient fonctionner sans relâche les instigateurs de la Terreur. Lui-même y échappa de peu, mais fut jeté une fois de plus en prison. Et voici l'enseignement qu'en tire Simone de Beauvoir, et je la cite à nouveau. « L'individu qui ne consent pas à renier sa singularité, la société le répudie. Mais si on choisit de ne reconnaître en chaque sujet que la transcendance qui l'unit concrètement à ses semblables, on est conduit à les aliéner tous à de nouvelles idoles. On sacrifiera la liberté de chacun aux accomplissements collectifs. La prison, la guillotine seront les conséquences de ce reniement. La mensongère fraternité s'achève par des crimes. » Heureusement, nous n'en sommes pas là. D'avoir trahi la sororité que voudrait imposer le néo-féminisme,
n'a pas conduit les auteurs et les signataires de la tribune à laquelle j'ai participé sur l'échafaud, ni en prison. Mais enfin, à défaut de nous couper la tête, certaines auraient bien voulu nous couper la langue. Et des flots d'injures ont tenté de nous enfermer dans l'image de femmes hautaines, indifférentes aux difficultés et aux malheurs des autres. Parmi les reproches qui nous ont été adressés, il y avait évidemment celle d'être des privilégiés parce que nous étions des intellectuels, des écrivains, des artistes. Mais ainsi que je viens de tenter de l'expliquer devant vous, il relevait de notre rôle, il relevait justement de notre rôle d'écrivain ou d'artiste, de nous exprimer à titre personnel, à partir de l'expérience que chacune d'entre nous a forgée au fil de sa vie, de femme, d'amante, et pour l'une d'entre elles, de mère. Et que, nous exprimant ainsi, nous allions à la rencontre de chaque femme, ou de chaque homme en particulier, pour que chacune, chacun, confronte ses propres convictions aux nôtres. Je vais conclure là-dessus, il y a bien assez de discours politiques, de stratégies de communication, de harangues publicitaires qui s'adressent à nous en tant que groupe ou même en tant que masse. Par contraste, l'art, la littérature, c'est leur fonction, offre la possibilité de la rencontre d'un être singulier, celui qui est dans la solitude de son écriture, avec un autre être singulier, celui qui est dans la solitude de sa lecture ou de sa contemplation. Quelles que soient les causes auxquelles nous adhérons et que nous défendons, il ne faut pas nous priver de ces tête-à-tête. Je vous remercie. Je vous remercie et je souhaite bonne chance au vert. Sacrifice aux médias, c'est pour la photo.